Bonjour à tous. Voilà, bien. Alors, le travail dont je vais vous... Alors, ça se passe dans la classe, mais ça se passe tout autour. Et bien évidemment, parce que une des particularités de la question de la différenciation, c'est que c'est toujours une question du rapport de l'individu au groupe, de l'abord de l'individu au collectif, de rapport du collectif de la classe à l'établissement. Et que toutes les dimensions sont emboîtées les unes avec les autres. C'est ce qui rend la question particulièrement complexe. C'est pas simplement dans le face-à-face, dans l'espace de la classe que les choses se déroulent, mais c'est en définitive toutes les informations que l'on prend tout autour sur l'élève, sur l'établissement, pour voir comment on va travailler au sein de la classe. Et donc la question est évidemment, c'est pour ça qu'elle est à la fois complexe et que c'est une question pratique, en définitive, que chaque enseignant a à résoudre, qui est extrêmement complexe à chaque fois. Donc il faudrait résoudre des questions pratiques dans le sein de la classe, en fonction de contraintes assez nombreuses. Alors, le travail dont je vais vous rendre compte, je vais vous faire d'abord le cadre de l'étude rapidement, le cadre de l'étude dans lequel nous étions, avec Brigitte d'ailleurs, qui a participé largement. Deuxième chose, peut-être une histoire récente, quelques points de repère sur la question de la remédiation et l'individualisation, sans oublier les questions d'inclusion qui viennent d'une certaine façon, je ne dirais pas percuter, mais compléter les perspectives et réorienter l'action de l'éducation. Les pratiques de différenciation, et puis les deux jambes sur lesquelles on essaie d'avancer, d'un côté la différenciation, et de l'autre la question de l'accompagnement pédagogique, qui est une des nouveautés introduites dans le cadre de la loi de 2013, avec les décrets d'application. Donc voilà rapidement les choses. Alors, je vais mettre mon petit compteur à zéro, parce que autrement, je vais y arriver. Le cadre de l'étude, c'est une mission d'accompagnement, inspection générale de l'éducation nationale, IANR également, avec les correspondants académiques. Le but, c'était surtout d'identifier, d'observer, d'écrire des organisations et les pratiques pédagogiques les plus favorables à la différenciation en relation avec la question de l'accompagnement. Cette articulation était un petit peu au centre de nos préoccupations dans le travail. C'est plus un travail, on va dire, d'inventaire, de recherche, de pratique, et puis pour dégager quelques enjeux centraux. Ça s'inscrit dans un cadre, je dirais, historique, tout à fait précis, qui est la mise en œuvre du décret du 18 novembre 2014 sur l'accompagnement pédagogique. Puisque ce décret, pour lequel il n'a pas été fait énormément de publicité, il est paru comme ça, il n'a pas été beaucoup accompagné lui-même, ce décret, n'a pas fait l'objet de brochures, de communication, d'éléments particuliers, mais il avait beaucoup de dimensions. Alors, une dimension sur la question des redoublements, et puis notamment sur la création de la notion d'accompagnement pédagogique. On y reviendra, simplement pour dire que c'est un accompagnement pédagogique qui vise à soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves. Je crois que c'est la phrase clé, c'est vraiment la question de accompagner tous les élèves. C'est cette question qui est posée à travers l'accompagnement pédagogique. Et ça fait l'objet pas d'un chapitre, mais d'une partie du Code de l'éducation spécifique. Et puis, avec cette contradiction qu'on a, cette complémentarité, on va dire ça comme ça, entre un accompagnement pour tous et un accompagnement spécifique pour certains. Donc la question des publics qui structurent la prise en charge par public, qui structure notre institution, continue d'être prise en charge dans cette question de l'accompagnement pédagogique. Donc les PAI, les PAP, les PPS, enfin tout ce qu'on connaît. Et on voit bien cette double volonté de voir les choses. Et puis d'autres publics encore, les allophones, les intellectuellement précoces, tout un ensemble de publics qui sont cités dans ce décret. Donc voilà le schéma, le point de départ qui est le nôtre. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, mais pas loin derrière, c'est qu'on a quand même des recommandations d'individualisation pour améliorer une école unique. Alors l'école, elle est bien unique d'abord, hein. L'école, elle est unique, l'école au sens de l'enseignement obligatoire, école-collège, jusqu'à 16 ans, elle est bien unique depuis les années 90, globalement. Et pas tellement avant, puisque même si on cite souvent le collège et la loi Haby de 75 pour marquer symboliquement ce départ du collège unique, on voit bien que ça ne portait que sur les 2 premières années, qu'il y avait la moitié des élèves qui n'allaient pas au-delà jusqu'à 16 ans. Donc ça s'est vraiment mis en place après la loi de 90, lorsqu'on n'a plus de palier d'orientation fin 4e, même si on a eu des dispositifs qui le compensaient. Mais on voit bien que notre système éducatif a mis longtemps à aller vers ce système unique décrété en 90, mais qui se met en place 20 ans plus tard à peu près.
Donc une organisation scolaire qui rassemble tout le monde, le premier cycle du secondaire, donc en gros jusqu'à 16 ans, et qui a un contenu unique, sans qu'aucune filière parallèle ne scolarise plus de 10% des élèves. Donc c'est pas cependant que la question de l'inclusion va venir là aussi évidemment sur cette question du 10%. Est-ce que cette mesure-là est aujourd'hui une bonne définition? Donc l'individualisation a été apportée comme réponse en définitive à la trop faible efficacité de notre système par rapport à l'ensemble des populations, pour certains élèves. Donc, on ne va pas remonter très loin, mais on va prendre des repères récents. Le grand débat, le débat de Claude Tello, le débat 2004. Les enfants sont différents dans leurs talents, leurs capacités, leur rythme de progression, les ressorts de leur motivation, leur maturité. L'école aujourd'hui ne prend pas en compte, ou mal, cette diversité. Et si on veut faire que les élèves, malgré leur diversité, acquièrent les indispensables, il faut personnaliser l'organisation de l'enseignement. Et on est bien sur personnaliser l'organisation, on est à la fois sur l'individuel et sur le collectif. On a toujours ces deux dimensions qui se chevauchent, on va dire, qui sont mobilisées, pour s'adapter à des besoins spécifiques. Et on voit bien que c'est à la fois une responsabilité du collectif, mais lequel? Le responsable qu'est l'enseignant, le responsable qu'est l'établissement, les individus qu'on fait les élèves. On a toutes ces responsabilités pour mettre en adéquation l'organisation avec les besoins de chacun. Et puis, on peut citer aussi la loi de 2005, la loi du 23 avril 2005, qui inaugure le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ce qui est très important, ça veut dire un niveau de référence auquel on doit chercher à amener tous les élèves, puis de l'autre, la manière d'y parvenir, qui est là aussi une réponse sur l'individualisation, le PPRE, le programme personnalisé de réussite éducative, dont on dit beaucoup de choses, qui met à la fois sur le temps et hors temps scolaire. L'aide et l'accompagnement, donc l'accompagnement individualisé, ça se développe, les dispositifs se développent. Là, c'est un rapport de l'inspection générale de 2010 où on parle bien de l'individu élève, de conduire des actions au bénéfice de l'individu élève en fonction de ses aptitudes et de ses besoins, qui est distingué très clairement de l'enseignement collectif ou frontal. Voilà, comme s'il y avait deux modalités. On voit bien que cette modalité de l'enseignement collectif, la mise en œuvre, les actions au bénéfice de l'individu élève, c'est pas forcément en dehors de la classe. Ça peut être aussi dans la classe. Donc c'est plutôt deux modes de travail, le mode, on va dire, collectif et frontal, et puis l'autre, la réponse aux besoins de l'individu élève qui doit être intégrée à l'ensemble des temps de l'éducation. Des dispositifs qui évoluent, on en a connu de nombreux. On voit bien qu'on cherche des réponses les mieux adaptées. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est intégré maintenant au fonctionnement de l'établissement et au service des enseignants, d'une certaine façon. L'aide personnalisée, les stages de remise à niveau, pour les éléments de difficulté, dans la réforme du primaire en 2008, où on a profité, on va dire, d'une évolution des obligations de service d'enseignants pour dire qu'il y a, sur les 108 heures, on est passé de 26 heures à 24 heures d'enseignement hebdomadaire. Donc sur les 108 heures qui sont libérées de services qui sont hors temps de classe, vous en avez 60 qui sont consacrés à l'aide personnalisée pour les élèves en difficulté, hors temps d'enseignement pour l'ensemble des groupes de classe. Donc on a mobilisé des ressources importantes de l'institution pour essayer d'apporter des réponses à un caractère plus individualisé hors temps scolaire. Hors temps d'enseignement 24 heures, c'est pas hors temps scolaire. L'accompagnement éducatif, dans les écoles primaires et puis aussi dans l'éducation prioritaire, là pour les secteurs les plus défavorisés. Là aussi, on est sur du temps scolaire, sur de volontariat, pour des élèves qu'on va essayer d'inciter à aller vers un certain nombre d'objectifs, avec des objectifs qui sont sur les langues, sur les sports, sur les devoirs, tout un ensemble de choses pour soutenir les élèves individuellement. Et puis l'accompagnement personnalisé en 6e en 2011, là où on entre sur quelque chose d'un petit peu différent, puisqu'il est destiné à tous les élèves. On passe des publics très ciblés à quelque chose qui est destiné à tous les élèves. On voit bien que petit à petit, notre institution prend en compte cette dimension individuelle dans l'organisation même du service. Alors, deux grandes conceptions auxquelles on parvient aujourd'hui. Globalement, la remédiation, où on était, la remédiation, c'est-à-dire on s'adresse aux élèves en difficulté, à une partie de la population seulement, et c'est ce qu'on trouvera peut-être à travers la notion d'accompagnement spécifique, avec des dispositifs scolaires qui sont extérieurs à la classe, en marge du temps scolaire. On va faire à l'extérieur. Et puis l'individualisation pour tous, qui est une autre perspective, c'est une prise en charge de tous les élèves, sans que ça se résume à la difficulté scolaire. Tout le monde a le droit à être accompagné dans son parcours
a le droit de progresser pour aller au meilleur de ses potentialités. On est sur une autre conception qui n'est pas simplement compensatrice, mais qui est on va dire, de développement et d'épanouissement de chacun. Donc un enseignement différencié, et ça suppose un enseignement différencié dans la classe, des pratiques pédagogiques, des dispositifs, organisations spécifiques d'individualisation qui peuvent être externes. Donc les deux modalités qui sont ensemble. Ça va, bon. Un petit point quand même sur la perspective de l'inclusion, parce que cette question, 10%, pas 10%, qui sont les élèves qui doivent soutenir ou pas soutenir, qu'on doit soutenir ou pas soutenir, se pose. Je prendrai simplement un point de repère simple, même s'il y a eu beaucoup de textes qui ont décliné ça, c'est la déclaration de Salamanque de 1994 de l'UNESCO, où on voit en définitive se poser un certain nombre de fondements de ce que l'on attend aujourd'hui d'un système éducatif. L'éducation est un droit fondamental de chaque enfant qui doit avoir la possibilité d'acquérir et de conserver un niveau de connaissance acceptable, confère socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Voilà. C'est un droit fondamental de chaque enfant qui est reconnu d'accéder à ce niveau acceptable. Deuxième chose, chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes, des besoins d'apprentissage qui lui sont propres. Donc l'uniqueness, la spécificité, la particularité de chaque enfant qui doit être prise en considération dans le fonctionnement et dans les processus. Donc ça, cette dimension purement individuelle, voilà, irréductible à aucun autre. Troisièmement, les systèmes éducatifs doivent être conçus et les programmes appliqués de manière à tenir compte de cette grande diversité des caractéristiques des besoins. Donc la responsabilité, ce n'est pas la responsabilité seulement du maître, c'est la responsabilité du système. Ce sont les systèmes éducatifs qui sont, comptables de cette capacité à prendre en compte les caractéristiques des élèves et puis à amener chacun à un niveau acceptable. Et puis, dernier point, auquel on a peut-être quelquefois un petit peu trop réduit les choses. Les élèves à besoins éducatifs spéciaux, c'est dit comme ça, doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, avec la perspective de créer progressivement des écoles intégratrices. Donc, 94, quand même 25 ans maintenant, bientôt, on a déjà cette idée, et on a beaucoup, on va dire, réduit la question de l'inclusion à la question du handicap. Mais on voit bien que cette question de l'inclusion, ce n'est pas simplement le handicap, c'est les besoins éducatifs spéciaux, et c'est tout le monde qui doit pouvoir accéder à les besoins. Alors, avec dans un premier temps, peut-être, des écoles dites intégratrices. Alors, cette idée-là, elle était reprise du côté, enfin ces idées, globalement, on peut penser à l'Agence européenne pour les besoins éducatifs spéciaux, particuliers plutôt, qui a repris toutes ces idées, qui a développé des éléments en se disant, en définitive, on ne peut pas s'intéresser simplement à une catégorie d'enfants pour lesquels il y aurait des compensations. Mais c'est à tous qu'on doit s'intéresser. Il y avait un programme de l'Agence européenne qui était Raise Achievements for All. Améliorer les réalisations, les performances pour tout le monde. Ce n'est pas simplement les plus en difficulté, c'est tout le monde qui doit bénéficier. Le signe de la qualité, c'est que tout le monde réussit à sa mesure. Donc une perspective politique assez différente. Pour faire un raccourci, repris 20 ans plus tard, dans la loi du 8 juillet 2013, que vous connaissez, mais que je ne manque pas de citer à chaque fois, que j'en ai l'occasion, parce que je crois que c'est une des pierres angulaires du système éducatif aujourd'hui. Le service public d'éducation reconnaît que tous les élèves partagent la capacité d'apprendre et de progresser, première chose, donc capacité, on va dire, développement cognitif pour tout le monde. Il n'y a pas d'éducabilité cognitive, il n'y a pas de gens qui ne sont pas capables d'apprendre. Et il veille, c'est bien le système éducatif, à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Donc l'inclusion scolaire n'est pas une catégorie, la responsabilité n'est pas seulement celle de l'enseignant, mais celle du système dans son ensemble et du service public d'éducation. Et c'est notre organisation collective qui doit progresser pour favoriser cette inclusion. Une des conséquences de ça, c'est le décret du 8 novembre 2014 sur l'accompagnement pédagogique que j'évoquais tout à l'heure, qui dit bien, d'un côté, il faut soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves dans les écoles et établissements, et de mettre en œuvre le principe d'inclusion. On est sur des éléments. Donc comment on organise le système pour répondre à la très grande diversité des besoins et aux besoins des individus. L'accompagnement pédagogique, il faut le souligner, concerne tous les enseignants. Il n'y a pas des enseignants spécialisés dans l'accompagnement pédagogique et pas les autres. Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées. Donc, la charge, on va dire, la mission est une mission qui est partagée.
Alors, changement du modèle de l'individualisation, en définitive, sur le système éducatif, on passe de l'élève seul aux élèves en difficulté à un accompagnement pour tous. Donc, un accompagnement des profils pour tous. Les enjeux, alors les enjeux évidemment, ça tombe sur les écoles et les établissements, vers la classe ordinaire, une plus grande diversité de publics, donc des variantes pour la différenciation dans l'enseignement simultané ont une importance forte. Les organisations pour les mises en œuvre d'accompagnement spécifiques sont articulées un enseignement collectif, comme on va passer de l'un à l'autre. La mise en place de réponses pédagogiques qui correspondent à des modes d'apprentissage d'élèves considérés comme individuel devient essentielle. Donc la question de comment j'organise ma classe à partir d'une analyse pédagogique suffisamment précise pour bien prendre en compte les besoins. Toute la question de la qualité, je veux dire ça comme ça, des PPS, des PPRE, en quoi ils comportent des éléments spécifiques en matière d'identification du profil d'apprentissage de l'élève, je veux dire ça comme ça, pour le dire simplement. Souvent, ce sont des documents plus d'organisation, quelquefois d'objectifs, pas souvent par rapport aux particularités que les élèves peuvent avoir. Et avec des documents qui souvent ne capitalisent pas d'une année sur l'autre, puisqu'on les recommence tout le temps. Donc ça, c'est cette question des enjeux. Les deux leviers, tels qu'ils sont posés, la différenciation, là je reprends le décret de 2014, on indique le PPRE, qu'il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. Et puis, deuxième point, c'est que l'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe. Le PPRE est d'abord un outil pour la classe. Ce n'est pas réellement ce qu'on a pu observer dans les établissements, où c'est souvent le point de convergence et le point de partage pour la diversité des enseignants, mais pas par rapport à la classe elle-même. En collège, l'enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser dans les apprentissages et qui intègrent des aides appropriées aux difficultés rencontrées. Voilà. Et la mise en œuvre des modalités de différenciation relève de l'autonomie des établissements. Voilà. Donc on voit les niveaux d'organisation, le niveau de réalisation. Et puis deuxième volet, celui de l'accompagnement pédagogique. Les élèves bénéficient dans leurs apprentissages d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins. Donc les réponses et des mesures individuelles, comment elles sont à prendre en compte dans le cours visuel de l'enseignement et comment cette perspective a vocation à s'appliquer à tous les élèves. Si on prend la différenciation, voilà, c'est une définition simple, définition de 2004 de Brzezinski, dans son ouvrage sur la différenciation pédagogique, qui souligne bien cette en définitive, grande latitude qu'il y a et cette grande souplesse qu'on a à créer au sein des cadres qui sont ceux de notre organisation. La différenciation pédagogique met en œuvre un cadre souple où les apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés pour que les élèves puissent travailler sur leur propre itinéraire d'appropriation, tout en restant dans une démarche collective d'enseignement. Et on voit bien que là, la question de l'individu, c'est l'élève. C'est l'élève donner des cadres pour que l'élève puisse travailler selon ses propres itinéraires d'appropriation. Donner des cadres pour qu'il puisse apprendre. Donc comment on conçoit ces cadres. Les rubriques, les variables de la différenciation telles qu'elles sont identifiées et qu'on a pu observer dans les contenus d'apprentissage, très fortement, des variations fortes sur les contenus d'apprentissage, variations dans les ressources, dans les tâches élémentaires de résolution de problèmes, des différenciations a priori, on donne plus ou moins d'exercices, on donne plus ou moins une méthode ou une autre, ou a posteriori, tu as terminé, tu vas continuer ton travail après, des pratiques extrêmement courantes, pas toujours gérées selon des programmes de travail, mais des pratiques qui existent dans les classes. Des processus d'apprentissage avec un appui sur des différenciations dans le guidage pour fournir des plus ou moins d'aides spécifiques en fonction des repères. Mettre en place des organisations type apprentissage par les pairs. Les élèves qui ont réussi à la tâche vont aider leurs camarades, en aide d'autres. Des éléments coopératifs et de tutorat qu'on a vu qui fonctionnent bien. L'utilisation de registres linguistiques différents, de reformulations différentes selon les élèves, les langues vivantes, les français, en fonction des domaines d'enseignement. La diversité des tâches, et notamment on voit beaucoup en mathématiques ou en sciences, en prenant appui sur des objets, des situations concrètes, des représentations, alors que d'autres vont travailler sur d'autres formulations. Une mise en pédagogie inversée, où on va donner les éléments et ce sont les élèves qui vont poser des questions.
des variables qui sont sur les productions, avec les résultats et les produits, souvent un allègement des tâches, adaptation du nombre d'exercices proposés, leur niveau, leur longueur. C'est très fréquent, c'est souvent une des formes privilégiées de différenciation. Tu t'arrêteras à tel endroit, les autres continueront à tel autre. Réalisation d'une autre tâche en autonomie sur la base d'un programme plus ou moins personnalisé, donc avec un type atelier, avec des ateliers d'apprentissage, où chacun va pouvoir organiser des petits collectifs d'apprentissage au sein de la classe, en fonction de difficultés identifiées. Et puis un travail sur les environnements, les structures, les organisations au service d'apprentissage, donc des repérages besoins particuliers avec une programmation individualisée de travail. On l'a quelquefois de façon très organisée par rapport aux besoins d'un élève, type programme, PPE ou autre, ou on peut l'avoir en mode d'organisation même de la classe, avec des pédagogies dites, on a toutes les ceintures, la vicariance, on a tout un ensemble d'organisations qui font qu'on va organiser un programme d'enseignement où chacun va aller pas à pas sur une programmation individualisée. Des espaces dédiés à la différenciation en fond de salle. La gestion en barrette dans les collèges particulièrement connue, qui a une grande vertu, c'est d'être obligé de travailler collectivement sur ce qu'on va faire, chacun dans son secteur. La constitution volontaire de classes multiniveaux, dans le premier degré en particulier, où on a des écoles qui choisissent de faire le cycle, CP, CE1, CE2, et on va faire 2 fois le cycle, 3 fois le cycle, plutôt que de faire 3 classes à un niveau, avec mise en place, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans la pédagogie Montessori, avec des classes multiniveaux, où l'entraide, l'organisation vont être des éléments fondateurs du travail et de l'individualisation. Et puis la différenciation du travail en organisation, le travail en îlot, des groupes de besoins, groupes hétérogènes. Donc on voit que toutes les dimensions, de nombreuses dimensions qui peuvent être mobilisées en matière de différenciation. La question après, c'est comment le faire opportunément par rapport aux besoins d'un élève, aux besoins d'un groupe, aux besoins d'un collectif qui est la classe. Alors, globalement, on peut dire que la grande majorité des enseignants est assez convaincue de la nécessité de différencier aujourd'hui, du fait, on va dire, du message institutionnel qui est quand même porté assez largement, du fait de la présence de cet item dans le référentiel de compétences, de l'incitation à travailler en commun, de la nécessité de prendre en charge des élèves de plus en plus diversifiés pour lesquels on n'a pas forcément des réponses construites. Bon, la question de la différenciation, elle est la plupart du temps admise. On a rencontré un certain nombre d'enseignants qui restent sur des positions, on va dire, relativement étanches là-dessus, avec 3 arguments principaux, en disant non, parce que l'école doit donner la même chose à tout le monde, c'est ma conception de l'éducation. Non, la différenciation, non, parce que en définitive, ça va baisser le niveau. Voilà, mais c'est la représentation. Et troisième chose, ça demande un travail énorme, ce qui est vrai. Voilà, donc on a des tensions, je veux dire que même si le message institutionnel, c'est un message autour de la différenciation, ce n'est pas forcément une adhésion à 100% qu'on a du côté des enseignants, et il faut pouvoir en tenir compte quand on travaille dans des établissements. Donc les conditions de différenciation d'une classe, qu'est-ce qu'on a, nous, pu observer qui faisait qu'on pouvait en définitive entrer dans une pratique de différenciation plus positive. Le premier, c'est qu'on ait une identification, un diagnostic préalable des difficultés des élèves. Qu'est-ce qu'on a comme difficulté, qu'est-ce qu'on a comme diagnostic, est-ce qu'on s'est préoccupé de cette dimension-là. Deuxième chose, qu'on s'adresse aux élèves un étayage de façon différenciée, qu'on ne mette pas exactement les mêmes objets les uns derrière les autres en fonction des façons d'apprendre de chacun. Qu'on ait bien cette volonté d'intégrer tous les élèves au groupe classe dans un objectif commun. Pour moi, c'est le fameux, ça serait résume à apprendre avec. La question de l'inclusion, c'est pas par rapport à l'intégration, c'est pas être à côté, c'est apprendre avec les autres. Et comment on peut apprendre avec dans un collectif. Donc des besoins individuels repris dans un collectif d'apprentissage, quel collectif de la classe. La quantité de travail et de qualité de travail exigée différente, des supports différents, les travails en îlot souvent, ou les organisations, on va dire, spatiales intéressantes, travail en îlot un petit peu standardisé, mais des espaces plus différenciés. On voit bien, il suffit de regarder une classe maternelle pour voir la différenciation de tous les espaces et comment ça peut être mobilisé pour des apprentissages. Voilà, des tables pour des groupements d'ateliers, des tables en organisation plus scolaire, des espaces qu'on va pouvoir dédier à telle ou telle chose.
C'est plus facile dans le premier degré que dans le second degré où on déménage les élèves ou les professeurs toutes les heures, hein, bien évidemment, mais il y a cette question de l'organisation de l'espace qui joue dans la capacité à donner des réponses en termes de différenciation. Et puis une identification de groupes homogènes ou en tout cas d'intérêts communs au sein de la classe. Et ça, quand on a déjà tous ces éléments-là, on veut dire qu'on est déjà sur une posture qui est assez positive par rapport aux pratiques de différenciation. Agir sur l'organisation de l'établissement, donc on le voit sur le collège avec les dispositifs en barrette. On a vu dans certaines écoles des choses tout à fait intéressantes, avec d'harmonisation de pratiques dans des groupes de l'équipe pédagogique, tout niveau confondu, du CP au CM2, hein, pour organiser des groupes de compétences sur 1 heure quotidienne en mathématiques. Donc, alors l'intérêt, c'est pas d'avoir une organisation, on va dire, de type collège, de type second degré sur 1 heure donnée, que de tout le travail que ça a supposé du côté des équipes enseignantes pour s'accorder sur des contenus, s'accorder sur des progressions, s'accorder sur des signes de différenciation, sur des techniques, des techniques de valorisation et d'apprentissage pour tel ou tel élève. Au sein de chaque groupe, quand vous regardiez l'école, eh bien ils étaient pas homogènes, ils étaient homogènes, mais il y avait 4 groupes à l'intérieur. Et on avait des techniques qui étaient différentes dans chacun des groupes. Voilà, donc c'est tout cet intérêt, en définitive, de bousculer un petit peu l'organisation telle qu'elle est pour pouvoir s'accorder les uns avec les autres sur ce qu'on a à faire avec les élèves. Et puis, travailler la différenciation, bien sûr. Donc, avec des pratiques qui étaient standardisées, mais donc des évaluations, des pratiques standardisées, des moments d'analyse communs, alors monter un véritable dispositif de différenciation. Des pratiques de co-intervention aussi, hein, toutes intéressantes, dès lors qu'on met bien au cœur les questions pédagogiques en place. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un partage, je prends d'un côté, tu prends de l'autre et on ne se parle pas, mais on réfléchit ensemble sur la façon dont on peut intervenir de façon la plus pertinente par rapport à tel ou tel élève. Pratique de différenciation, l'usage, ce qui nous a frappé aussi, c'est l'usage numérique des outils numériques, très limité. On a vu quelques pratiques expertes, vraiment, avec des gens qui avaient intégré l'outil, qui l'avaient pris, alors avec des flashcodes, des QR codes, des flashcodes, pédagogie inversée, des capsules vidéo. Voilà, oui, ça, on a vu quelques pratiques, mais en général, ce n'était pas un enseignement collectif. C'était des moments dans un enseignement ou pour des petits groupes. Ce qu'on a vu quelquefois, par contre, c'est des exploitations d'applications toutes faites en termes de différenciation, où là, il n'y a rien, en définitive. Il y a un enseignant, mais l'élève serait tout seul devant son ordinateur, ce serait pareil. Parce qu'il n'y a pas d'analyse sur les processus, parce qu'il n'y a pas d'analyse sur ce qui est fait. Alors, à part donner un casque, donner un fil, faire voilà, mais il n'y a rien sur le processus. Donc, cette question du numérique, on va dire, ce n'est pas en soi une solution, et on a vu que c'était très très peu, en définitive, appelé lorsqu'il s'agissait de différenciation, souvent des produits tout faits, mais qu'on va appeler différenciation, et on regroupe tous les élèves ensemble pour faire de la différenciation, ce qui est un vrai paradoxe avec des objets où ils sont tout seuls face à leur écran. Donc, cette question du numérique qui se pose comme étant une réponse sans doute intéressante, mais qui ne peut pas être prise en tant que telle, qui doit être intégrée complètement à des processus d'enseignement et de différenciation bien identifiés pour les mots. La conception de l'évaluation, qui nous est aussi apparue comme étant une donnée particulièrement sensible. Les enseignants sont de façon extrêmement, je dirais, ont beaucoup d'honnêteté à cet égard et une forme de difficulté à concevoir, certains, on a rencontré qui ont beaucoup de difficultés à articuler l'appréciation des progrès de l'élève à l'appréciation d'un niveau attendu, entre guillemets. Beaucoup de difficultés dans cette appréciation-là, avec des problèmes, on va dire, de conscience professionnelle. Donc, il y a un vrai travail à faire autour de la question des compétences. Alors, évidemment, si les enseignants, leur souci, c'est de classer et d'organiser, de dire quel est le meilleur dans la classe, bon, c'est un peu compliqué. Il faut plutôt passer à l'analyse des compétences. Qu'il y a à résister à la pression sociale, des parents qui sont demandeurs de notes, demandeurs de notation très très fortement, et qui a plus une vocation à hiérarchiser les choses qu'à apporter qu'à apprécier en définitive une compétence dans un contexte de données. Et puis l'évaluation qui est toujours considérée comme un résultat de l'élève et pas une observation des difficultés de l'élève à faire une tâche. Donc on ne cherche pas à se servir de l'observation, pas suffisamment, on va dire, à travailler, oui, je cause trop là, travailler sur l'observation des élèves et de leur processus d'apprentissage, on évalue leurs résultats et pas leur manière de faire.
Donc cette question de la posture de l'enseignant par rapport à l'évaluation qui est tout à fait importante. On a rencontré quelques enseignants qui faisaient des entretiens d'apprentissage avec les gamins en élémentaire, un entretien individuel, comment tu organises, comment tu fais, et comment tu t'y prends pour faire ça, avec des entretiens individuels d'apprentissage, véritablement. Et ce n'est pas l'évaluation du résultat, c'est l'évaluation de la façon de faire de l'enfant. Les pratiques de différenciation, elles sont plus centrées sur la difficulté scolaire que sur un traitement de l'hétérogénéité, bien évidemment. Et puis, ce que je vous disais, en définitive, qu'on considère que la conduite des apprentissages est trop rarement une question qui est l'identification de ce qui fait obstacle pour les enfants, qui est trop rarement conduite. Quelquefois, c'est une simple mécompréhension par rapport au sens d'un mot, par rapport au sens d'une situation, qui fait un obstacle terrible. On le voit très, très concrètement dans le premier degré, sur le sens des opérations, le plus et le moins, si j'ose dire. Et c'est la question de la formulation du mot qui souvent pose une très grosse difficulté de compréhension aux enfants. Ce n'est pas la compréhension du sens de l'opération, et c'est la compréhension du terme. Donc cette identification des difficultés, je crois que c'est un point vraiment clé dans les questions de différenciation, à la fois pour définir des stratégies d'apprentissage par rapport à un enfant et pour pouvoir trouver des organisations scolaires qui conviennent. Et puis, ce qui nous a frappé aussi, c'est la façon très isolée. Et rares sont des équipes qui sont véritablement où travaillent sur cette question. Donc, les enseignants agissent de façon isolée, tant pour les besoins des élèves que pour élaborer des scénarios pédagogiques. Bon, rarement alimentés par un travail en équipe, par des formations ou par le résultat de recherche. Très peu de choses là-dessus. Donc, les enseignants sont un petit peu seuls dans leur case et souvent, les opérations sont conduites par on va dire, quelques militants. On a des enseignants qui sont vraiment à la manœuvre dans les établissements et qui font le maximum pour aller prendre un collègue à droite, un collègue à gauche. Et dire, il faut qu'on fasse un PPRE pour ce gamin et on essaie de trouver des interstices entre deux portes, vraiment, des moments pour construire un programme et quelque chose. Donc cette question de la capacité des équipes à prendre en charge la différenciation, à concevoir la différenciation est vraiment posée. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter où je vais balayer très vite l'accompagnement pédagogique parce que on est au-delà. J'ai exposé les compteurs. Donc voilà, vous m'excuserez. Donc sur l'accompagnement pédagogique, vous dire simplement que globalement, ça concerne 15% des élèves. Si on ajoute bout à bout tous les éléments qui sont les éléments de situation de handicap, 2,8 à 3% selon les cas. Les élèves qui ont un PAI. Et je crois que si j'ai une chose à dire, c'est de ne pas négliger la dimension du PAI. Parce que les témoignages qui sont souvent conçus comme des choses complètement périphériques par rapport à l'enseignant. Voilà, il y a un PAI, le gamin allait prendre tel ou tel traitement, telle ou telle chose. Ce n'est pas vraiment de notre ressort pédagogique. Si, et pourtant, c'est des éléments on a eu des témoignages, qui nous dit vraiment c'est des éléments fondamentaux pour que le gamin puisse revenir à une vie ordinaire, puisse être avec les autres. Et cette dimension inclusive du PAI est à mes yeux fondamentale, même si souvent elle échappe, elle est un petit peu considérée comme étant en dehors des radars pour les enseignants. Les PAP, très 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 rares, hein, le plan d'accompagnement pédagogique, là, ce qui est important, c'est en définitive la frontière que ça dessine ou pas entre handicap et difficultés scolaires. PAP, je suis du côté de l'aménagement pédagogique, je suis du côté de l'organisation, et puis et puis si je pense que c'est trop difficile, je ne peux pas m'en débrouiller tout seul, et bien je passe du côté du PPS, du côté de la reconnaissance du handicap, et alors là on entre dans le système de compensation. On est avec cette population des élèves dyspraxiques, dyslexiques, troubles spécifiques du langage des apprentissages, sur la frontière de ce qui est dit. Et aujourd'hui, on a une augmentation du nombre de gamins en situation de handicap qui est de 10% par an. Tous les ans, il y a 10% d'enfants reconnus en situation de handicapés en plus. Et on est de plus en plus dans la demande de soutien de la part des enseignants, je vais dire ça comme ça, puisqu'on est l'augmentation du nombre d'accompagnants, c'est 14% par an. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a cette difficulté à gérer des programmes individuels, à savoir ce qui appartient à la difficulté scolaire, ce qui a besoin d'être compensé, et que les enseignants ont besoin d'être soutenus dans leur travail. Voilà, alors je vais donc y aller juste à la dernière. Excusez-moi, voilà, donc je vais m'arrêter là. 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est améliorer les compétences des professeurs en matière d'évaluation et d'analyse des besoins des élèves, formation initiale, recherche, au plus près des écoles et des collèges. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un savoir abstrait, c'est une pratique. Ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement qu'il y a à réaliser là-dessus. Deuxième chose,
consolider de manière adaptée les compétences des formateurs, des inspecteurs principaux et directeurs de l'ensemble de la chaîne pour les pratiques de différenciation dans leur classe. Troisième élément, le travail d'équipe, parce qu'évidemment c'est un point à mettre en réflexion sur les pratiques professionnelles, et on voit bien que c'est l'identité même du métier d'enseignant qui est en train d'évoluer à travers cette question de la différenciation et de l'accompagnement. Et puis l'élève, qu'on essaie de l'inscrire dans un parcours et pas simplement ponctuellement dans une année, mais dans un parcours qui pourrait être celui du cycle. Voilà. Excusez-moi pour ce dépassement. Brigitte, tu as la parole.